Michel Quin, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Foxtrot aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est un roman qui nous plonge dans l'avant-guerre, une avant-guerre terrible d'une certaine façon, parce que c'était une avant-guerre marquée à la fois par un très grand nombre d'affaires et puis en même temps par des mouvements sociaux et où se retrouvaient un grand nombre de personnalités très importantes, mêlées, on peut dire, à beaucoup d'affaires. Alors on va revenir sur tout ça dans un instant, mais tout d'abord, quelle est l'histoire de ce nouveau roman ? L'histoire de ce roman, c'est la suite du suicide d'Alexandre Stavisky, le fameux escroc qui a compromis nombre de ministres et d'élus républicains. Il se suicide ou est suicidé en janvier 1934. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Non, ça, on n'a pas l'épilogue. Et le 6 février 1934, les ligues d'extrême droite prennent d'assaut l'Assemblée nationale pour renverser la République et mettre sur le trône le duc de Guise qui est exilé en Belgique. Et ça se passe évidemment très mal puisque la troupe charge, les gardes civils tirent, on aura une commission d'enquête par la suite et il y a des morts. Une quinzaine, je crois. Une quinzaine, oui, c'est ça. Dont un qu'on n'identifiera jamais. Un jeune homme. Alors, ça, c'est pas béni pour le romancier. Évidemment que moi, je vais savoir quelle est l'identité de ce jeune homme. Et mêlée à ça, une petite danseuse qui, elle aussi, est compromise avec Stavisky, mais d'une façon plus honnête, je dirais, puisqu'elle fait partie des Max Rivers Girls, qui dansent sur le foxtrot de l'opérette Dessous de Fleurs, financé par Alexandre Stavisky à l'Empire. Je ne savais pas que Stavisky avait produit des opérettes. Il a tout fait, cet homme-là. Il a tout fait. Et là, on se souvient évidemment de l'affaire du Mont-de-Piété de Bayonne qu'il a fait chuter et tomber. Il a fait des assurances. Il a absolument tout fait. Mais il a aussi donné dans la culture. Alors, je ne vais pas faire des rapprochements actuels avec des politiciens ou ex-politiciens qui donneraient aussi dans la culture et dans les rôles de théâtre. Mais l'un dans l'autre, on peut y penser. Je me souviens du très beau film qui avait été fait autour de Stavisky. Oui, absolument. C'est un film qui est... je me souviens plus du réalisateur. Je crois que c'est Alain Resnais. Alain Resnais. Ouais. Et il n'y a pas eu énormément de choses autour de Stavisky. Pourtant, c'est d'une richesse énorme. Cet homme était un nabab. Sa femme est morte il n'y a pas très longtemps, Arlette. Et c'était une très belle femme, un mannequin. Et il faisait déjà partie de ces lentilles. Moi, c'est le loup de Wall Street avec DiCaprio qui me fait penser le plus à ce personnage, capable de bâtir un empire financier sur du vent, de compromettre des tas de gens, et puis de finir par tomber, mais avec quand même une espèce de panache. Je dis, il ne faut pas oublier que ça a été un faussaire. Cela dit, il y a eu des morts, hein, et il y a eu évidemment tout autour de lui un certain nombre de personnes et de personnalités qui ont été prises la main dans le sac. Ah oui, en particulier, alors on ne sait pas s'il était corrompu ou pas, mais le conseiller près des cours d'appel, Albert Prince, 2 mois après, se suicide ou est assassiné. Curieuse coïncidence avec la mort de Stavisky, mais il était soupçonné d'avoir couvert les malversations du bel Alexandre, comme on disait, et de lui avoir évité des poursuites judiciaires. Et il meurt en gare de Dijon, enfin peu avant la gare de Dijon, écrasé par un train, ou jeté sous les roues d'un train. On ne saura non plus là jamais la solution de l'énigme. En autre personnalité, il y a Roger Salengro, personnalité éminente de l'avant-guerre, et Léon Blum, bien sûr. Deux personnalités d'eau et de feu. D'un côté, la pureté, et puis de l'autre côté, quelqu'un de beaucoup plus ambivalent et d'ambigu. Oui, mon héros, mon protagoniste, c'est Charles Bertin, c'est un petit instituteur lillois, et il va être chargé par Roger Salengro d'infiltrer
infiltrer les ligues d'extrême droite, et là-dessus, qui chapeaute le tout, et qui demande même l'instauration de milices. Ça, c'est assez étonnant. Il y a Léon Blum, effectivement, qui est un homme intègre. Bon, mais les choses ne sont évidemment pas si simples dans un climat de violence extrême, puisque la crise américaine de 29 vient de frapper l'Europe. Il y a du chômage partout et il y a une violence quotidienne. Violence, je dirais, une criminalité crapuleuse, parce que les gens ont juste besoin d'argent. Qui fait que Charles Bertin, Léon Blum, Roger Salengro, tous ces gens-là ont du mal à se dépêtrer de ce climat. Dernier point, il y a la presse. Qui est très importante. Qui est extrêmement importante à l'époque. Et beaucoup plus importante même, on pourrait dire qu'aujourd'hui. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est elle qui fait et défait l'opinion au jour le jour. Et cette presse va évidemment salir Roger Salengro, en particulier la presse de l'Action française, le journal L'Action française, Charles Maurras, et Salengro va finir par se suicider. Et on pense là évidemment aussi à des cas comme Boulin, à des cas plus récents et actuels où des hommes politiques ne supportent pas d'être salis, de voir leur honnêteté mise en cause et se suicident. Revenons au roman, parce que nous avons là une charmante trapéziste, on en parlait à l'instant, qui va malheureusement être assassinée. Et on va se retrouver dans le Nord, évidemment. Vous êtes du Nord, hein, Michel Quint, et on peut dire que le Nord vous tient à cœur, parce qu'on revient à Lille très régulièrement dans tous vos livres. Oui. Lille, là, c'est la ville dont Roger Salengro est maire, en même temps qu'il est ministre de l'Intérieur. Donc on est sur un territoire privilégié, je dirais. Et Charles Bertin, en tant qu'instituteur, il est à l'écoute de la population lilloise, à l'écoute de ses petits élèves et de leurs parents. Et oui, Lisa Kaiser, qui est aussi trapéziste. Et on le sait assez peu, mais à l'époque, il y avait des numéros de cirque nu. On appelait ça le cirque nu. Qu'est-ce que c'était ? Les dames faisaient du trapèze dans des cabarets comme Tabarin, mais à poil. Totalement. Complètement. Ça nous paraîtrait maintenant, dans une époque pourtant de liberté, de libération des mœurs, complètement improbable, voire impossible. À l'époque, c'était possible. Et Lisa, quand elle revient à Lille pour essayer de négocier quelques petites choses un peu secrètes, un peu étonnantes, elle se fait engager dans un cabaret qui s'appelle le Sphinx, où elle propose un numéro de trapèze nu. Mais évidemment, quand on est nu, on est très exposé, et son assassin ne manque pas de la tuer. Vous avez puisé dans l'histoire, il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans le livre. Oui, il y a énormément de points authentiques. J'ai dépouillé aux archives départementales les journaux de l'époque et tous les rapports confidentiels des commissaires de police, du préfet de l'époque. Donc il y a tout un substrat, effectivement, où j'essaye de rendre sensible un climat qu'on aurait du mal à imaginer. On a tendance à penser que ces années-là étaient difficiles, troublées, que la guerre approchait, qu'il n'y avait pas de travail, qu'il n'y avait pas d'argent. Mais il y a toute cette violence, il y a aussi cette surveillance policière qui sont très importantes et qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui. Vous aimez bien mêler les polars, les enquêtes policières à des faits divers qui ont véritablement, enfin, qui sont inscrits dans la réalité. Oui, parce que c'est... j'emprunte le terme à Jeanne Benhammer, c'est l'origine de nos larmes, c'est l'origine de nos malheurs. J'aime bien aller chercher un peu dans le passé l'allumette qui a mis le feu au pétard qui nous explose aujourd'hui à la figure. Donc oui, c'est ça le sens de ma quête, c'est aller fouiller dans les poubelles du passé ce qu'on a eu du mal à évacuer, ce dont on a eu du mal à se débarrasser, et qui aujourd'hui nous empeste, nous gêne, quoi, comme... je sais pas, moi, il m'est arrivé d'oublier, enfin, de débrancher un congélateur et de partir en vacances en oubliant dedans quelques objets congelés, quelques aliments congelés, et ça puait quand je suis rentré. Bon, l'histoire, c'est pareil.
Merci beaucoup, Michel Quin. Alors voilà, je rappelle le titre de ce livre, de cette intrigue policière pas banale du tout, qui a pour titre Foxtrot, un peu d'ailleurs à l'image de tous vos êtres livres. Je rappelle que vous avez obtenu en 89 le Grand Prix Ah oui, c'est de pas hier. littérature policière. Hein, Oui, oui, oui. vous étiez il y a quelques années de moi, mais tout de suite, hein, avec Billard à l'étage. Et puis, depuis, vous n'avez pas cessé de publier et avec un succès constant. Merci beaucoup, Michel Quin. C'est moi. Et encore une fois, voilà un très très bon livre qui fait à la fois revivre l'histoire et qui en même temps eh bien, est un livre au rythme très intense et très très fort. Merci beaucoup. Rythme de jazz. Merci à vous. Merci.